Voici la deuxième partie, ou plutôt le deuxième panneau du diptyque intitulé « Dominer, exploiter, convaincre, réprimer ». Cette deuxième partie, je l'ai intitulée « L'ordre du monde ». Sous cet intitulé se trouve un certain nombre de textes concernant des sujets liés, on sans doute, à la situation internationale au moment où ces articles ou ces conférences ont été imaginés. Le premier texte que je vais vous lire porte pour titre « Février 2000, l'extrême droite au pouvoir en Autriche ». Le second, « Le régime de l'apartheid en Afrique du Sud au XXe siècle ». Le troisième, « Gaza brutile, oppresseur et opprimé, une histoire réversible ». Le quatrième, « Le roi et son fou, réflexion sur l'État et les attentats de janvier 2015 à Paris ». Et enfin, le tout dernier, le cinquième, portera sur l'actualité de Rosa Luxemburg. Le premier texte, en fait, est une adresse à l'ensemble de mes collègues et des étudiants du département pédagogique de la Haute École Paul-Henri Spaak à Nivelles, en Belgique. Et elle est le fruit, en fait, ou le résultat, ou plutôt elle a été présentée à l'occasion d'un événement qui, à l'époque, avait bouleversé, ou en tout cas choqué, une grande partie de l'opinion publique, et le monde politique s'était cru obligé de réagir. On va voir que par rapport à ce qui s'est passé en Autriche tout à fait récemment, avec la composition d'un gouvernement associant le parti conservateur et le parti d'extrême droite, les réactions n'ont pas été les mêmes. Donc c'est intéressant, et c'est tristement intéressant, de voir que sur ce plan, les temps ont changé, que les hommes politiques ne se sentent plus obligés de réagir de la même manière qu'en 2000, mais ce qui est surtout grave, c'est qu'à 18 ans d'intervalle, la situation en Autriche a l'air de bégayer. Voici donc cette adresse, février 2000, l'extrême droite au pouvoir en Autriche. Chers étudiants, chers collègues, le ministre de l'Enseignement supérieur a décrété que les drapeaux belges des établissements de son ressort seraient en berne aujourd'hui. La raison ? L'entrée de l'extrême droite dans le gouvernement autrichien de M. Schüssel. L'an dernier, ou plutôt la Freiheitliche Partei Österreichs, donc le FPÖ, a en effet remporté les élections sous la houlette de Jörg Haider, son leader, forme atténuée de Führer qui n'en est que la traduction littérale en allemand. Rappel à resserrer les rangs dans ce cadre de l'Eurasie où les voix dévolues au parti raciste augmentent d'élection en élection, ou d'abord expression d'une inquiétude de Bruxelles et de la Wallonie face à une Flandre où fleurissent des partis nationalistes au discours teinté de xénophobie. Schiele, Mahler, Freud
Wittgenstein, l'image de Vienne voici un siècle, nous renvoie à l'automne flamboyant de l'Empire habsbourgeois. Longtemps, l'Autriche est apparue comme une terre où il fait bon vivre. Une république bourgeoise, héritière de la cacanie, c'est-à-dire, au sens étymologique, de la médiocrité, peinte par Robert Musil. Un lieu hérissé de montagnes magiques où ceux qui en ont les moyens skient plusieurs fois l'an. Pourtant, ce serait oublier qu'il n'y eut pas de réelle dénazification après la Seconde Guerre mondiale. Pour preuve, l'élection de Kurt Waldheim au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'appui des États-Unis et la bénédiction des gouvernements occidentaux qui connaissaient son passé taché d'opprobre. Et si l'on remonte aux années 30, les chanceliers Dollfuss, assassiné par les nazis en 1934, et Schuschnigg, démis au moment de l'annexion allemande le 12 mars 1938, furent loin d'être des parangons de la démocratie parlementaire. Ils sont les ancêtres directs de Jörg Haider. Il va sans dire qu'il n'y a pas de peuple qui soit par nature bon ou méchant. Nous avons connu en Belgique Rex et le Vlaams National Verbond, la France Philippe Pétain et Pierre Laval, et qui sait si Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, ne recueillera pas les faveurs de nombreux électeurs au premier tour des présidentielles d'avril 2002. Dans un autre registre, qui aurait pu imaginer, au début des années 70, que le Liban, le paradis du Proche-Orient, sombrerait dans une guerre civile de 15 ans, ou que le Cambodge, le pays du sourire, deviendrait le théâtre d'une dictature sanglante et d'un horrible génocide. Le rôle de l'historien est de contextualiser dans la longue durée les phénomènes économiques, sociaux et migratoires, politiques et idéologiques qui expliquent le présent. À défaut de pouvoir prédire l'avenir, comme tous les démocrates, il appelle ici même à une vigilance constante quant aux lentes dérives qui mènent à la haine. J'ai donc prononcé ce texte le 4 février 2000, vous imaginez, il y a de cela 18 ans, et ce texte apparaît prémonitoire, je ne dirais pas prophétique, mais de la situation telle qu'elle s'est développée, amplifiée dans les 20 années qui ont suivi. Un second texte, lu dans les mêmes circonstances, je dirais, quand je dis les mêmes circonstances, à l'occasion d'un événement plutôt aussi important, je veux dire dans les mêmes conditions, à savoir devant l'ensemble de mes collègues et de mes étudiants du département pédagogique à la Haute École Paul-Henri Spaak, donc dans le Brabant wallon en Belgique. Évidemment, l'événement est tout à fait différent. Cet événement, ce texte a été prononcé le mardi 10 décembre 2013 et je vous le lis maintenant. Il s'intitulait « Le régime de l'apartheid en Afrique du Sud au XXe siècle ». Né en 1918, Nelson Mandela est décédé jeudi dernier. En cet instant se déroule une cérémonie d'hommage à ses mémoires dans le stade de Soweto, près de Johannesburg. Plutôt que de m'associer au concert de louanges justifiées de ce jour, il me paraît plus utile d'expliquer l'origine, la nature et les raisons de la fin du régime qu'avec d'autres, il a dénoncé et combattu pendant plusieurs décennies.
En guise d'introduction, il me faut rappeler la contemporanéité des immigrations européennes et bantoues en Afrique australe au XVIIe siècle, puis les déplacements massifs de fermiers d'origine néerlandaise vers le nord-est suite à la colonisation du Sud par les Anglais au XIXe siècle. Contrairement aux idées reçues, il n'y a donc pas d'antériorité de la propriété du sol par l'un ou l'autre groupe humain, qu'il soit noir ou blanc. Dans la première moitié du XXe siècle, la croissance rapide de la population noire, liée paradoxalement à son sous-développement, inquiète les blancs réconciliés, anglophones et afrikaners, qui mettent au point une politique agressive pour se protéger. Dès la fin de la guerre des bourgs, qui dure de 1899 à 1902, l'union des blancs face aux noirs s'exprime sans ambages dans la division du travail sur des bases raciales et une rémunération des prestations correspondantes. En 1948, le docteur Verwoerd, né en 1901 et décédé en 1966, défenseur des pauvres blancs, devient, lors de l'accession au pouvoir du Parti nationaliste, la cheville ouvrière de l'instauration de l'apartheid comme système légal basé sur la ségrégation raciale. Dès lors, les mesures discriminatoires vont se succéder dans les domaines économiques, social et politique, parquant finalement les Noirs dans des réserves, les Bantoustans. Peut-on imaginer un pays où ce n'est pas comme à Berlin, un seul mur qui est érigé entre deux communautés, mais où, dans chaque gare, sont édifiées deux salles des spas perdus étanches et où sont construits des quais accessibles à des hommes et à des femmes d'une seule couleur. Devenue pour certains la seule solution, la lutte armée conduit Nelson Mandela en prison pour 27 ans, entre 1963 et 1990, et devient de plus en plus violent dans les années 80, après la répression massive des émeutes de Soweto en 1976. Opportunistes, les milieux d'affaires qui souhaitent un assouplissement de la législation sur la main-d'œuvre pressent le gouvernement à réformer le système. Parallèlement, les protestations de l'opinion publique internationale se font de plus en plus nombreuses. Mais c'est l'attitude américaine qui va jouer un rôle déterminant à partir de l'automne 1988. Ce n'est pas un hasard du calendrier. La guerre froide touche à sa fin et le danger de l'extension du communisme a disparu. Rapatriement des troupes soviétiques d'Afghanistan et réduction des armements nucléaires. Les États-Unis pensent logiquement à leurs futurs intérêts économiques en Afrique australe. Finalement, devant le nouveau rapport de force, la lucidité du Premier ministre sud-africain permet la tenue d'un référendum auquel participent les seuls blancs et qui supprime l'apartheid le 17 mars 1992. Aujourd'hui, près d'un tiers des Noirs sont officiellement au chômage et 2 tiers vivent sous le seuil de pauvreté. Tout n'est donc pas résolu, et comment pourrait-il en être autrement? Toutefois, il ne faudrait pas nier l'augmentation du revenu moyen, ni les progrès en matière d'éducation et de santé, malgré les ravages du sida. En ville, la bourgeoisie noire côtoie dorénavant la bourgeoisie blanche dans cette société de classe. Dans les campagnes, les fermiers blancs
souvent racistes, possèdent encore très majoritairement les terres car la propriété privée n'a pas été remise en question par un système économique qui reste capitaliste. Quant à la nouvelle idéologie mise en place, elle a pour fondement la légitimité de la classe politique qui, comme ailleurs, entretient des liens étroits avec les milieux d'affaires, d'où la corruption. Il va de soi que ces derniers n'ont pas pour souci prioritaire la sortie de la misère des populations des bidonvilles. Enfin, dans le même registre, le pays connaît la fabrication d'un nouveau culte consensuel, celui du héros fondateur qui a donné sa vie pour son peuple avant de connaître la résurrection. C'est une des fonctions de nombreuses religions que d'assurer la concorde des classes par un sacrifice originel permettant la rédemption. Ce phénomène d'héroïsation, voire de déification propre à l'ensemble de l'humanité, nous renvoie au Paléolithique moyen, lorsque les premières tombes furent creusées et que furent inventées les premières religions avec la croyance en l'au-delà. Je vais éclairer davantage ce qui me permettra de lire plus facilement. Troisième contribution. Je l'avais intitulée « Gaza brûle-t-il, oppresseurs et opprimés, une histoire irréversible ». Cet article avait été publié au mois d'août 2014, au moment où Tsahal menait une offensive qui a eu des répercussions tragiques sur la population palestinienne. À l'heure du 70e anniversaire de la libération de Paris, un parallèle entre l'occupation israélienne en Palestine et l'occupation allemande en France choquera plus d'un. Et pourtant, lorsqu'on revoit les archives filmées, l'insurrection de la capitale française ressemble étonnamment à l'intifada. Le feu des armes dérisoires utilisées par les résistants, terroristes pour les vichistes, contre les véhicules blindés de l'armée ennemie renvoie au jet de pierre des gamins palestiniens se servant de fronde comme David face à Goliath, le champion des Philistins. Comment expliquer ces bégaiements d'histoire, sinon, au moins en partie, par la psychanalyse? Les rappels des traumatismes du passé sont multiples. Le ghetto de Varsovie ou le mur de la honte. La dératisation des tunnels n'évoque-t-elle pas elle-même les images épouvantables de la propagande nazie? Et puis la reproduction du discours sur la nécessité d'un espace vital. Comment ne pas penser également à la Cédémone, la cité guerrière, au comportement obsessionnel? Le gruyère cisjordanien n'est-il pas constitué de cités périèques et les Gazaouis n'ont-ils pas, aux yeux de l'État militaire, le profil des Hilotes qui, chaque année, étaient pourchassés et massacrés par les Spartiates? Comparaison anachronique, inepte, outrancière, diront les bien-pensants. Et pourtant. En Belgique, les réflexions de quelques intellectuels, et non des moindres, sont incompréhensible. L'historien Hervé Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, a, par exemple, établi dans un quotidien bruxellois un lien douteux entre le communisme et l'antisémitisme. Je le cite. Le PTB, c'est-à-dire le Parti du travail de Belgique, garde de vieilles traditions marxistes, presque soviétiques, où l'antisémitisme est camouflé sous le nom d'antisionisme. Fin de citation.
Le Parti du travail de Belgique décrédibiliserait-il dès lors les manifestations pro-palestiniennes dont il serait co-organisateur? J'ai participé à Bruxelles à tous les défilés contre l'offensive de Tsahal, qui regroupait de nombreuses associations, et je n'ai jamais entendu de propos antisémites. Bien au contraire, la délégation de l'Union des progressistes juifs de Belgique, l'UPJB, fut souvent acclamée. J'ai lu aussi des commentaires insensés, comme quoi les mouvements actuels contre le gouvernement israélien signifiaient par leur ampleur la victoire de Dieudonné. Parallèlement, des intellectuels juifs de gauche font passer leur judéité avant la catastrophe humanitaire de Gaza et apportent leur soutien dans le effroi justifié ou non du Hamas aux autorités de Tel Aviv, alors que celles-ci sont elles-mêmes, par leur politique répressive, responsables du succès de l'organisation islamiste au sein de la population gazaouie. Confusion de la cause et de l'effet. En perdre la boule. Ensuite, beaucoup d'intellectuels, ou se définissant comme tels, je pense à quelques journalistes, se tiennent à équidistance des belligérants, dans une frileuse neutralité qui sied à leur confort ou à leur prébande. Enfin, combien se taisent, en qu'on sait qu'ils sont dans le politiquement correct, ou, pis encore, par indifférence, tétanisés par l'idéologie dominante. Ne pas prendre parti, c'est choisir le camp du plus fort. Ne pas agir, c'est nier l'idée même de justice et le droit à la vie. Bien sûr, des manifestants, finalement pas si nombreux, clament de temps en temps qu'Allah est grand. Est-ce évitable dans les circonstances dramatiques que les Gazaouis connaissent? Abattus ou révoltés, tristes ou vindicatifs, à quoi ou à qui certains manifestants peuvent-ils croire, si ce n'est à plus grand que l'hyperpuissance? Les peuples n'ont-ils pas inventé les dieux pour combattre les forces du mal? En fait, c'est bien l'ordre politique international qu'il s'agit de changer pour décoloniser la Palestine. Les manifestants savent bien qu'ils ne feront pas bouger d'un pouce la position israélienne, mais ils espèrent, par leur action, faire pression sur leur propre gouvernement, et donc sur l'Union européenne, pour que soient prises des sanctions sur le plan international. Naïveté? Sans doute. Simple battement d'aile d'un papillon? Peut-être. Réponse à l'impératif kantien? Certainement. Ils veulent d'abord et surtout montrer leur profonde indignation face à l'insupportable occupation qui étouffe un peuple. Ils ne peuvent et ne veulent pas se taire devant les groupes financiers qui déplacent opportunément le spectacle médiatique et donc l'émotion populaire en fonction des stratégies politiques du moment. Actuellement, en termes de rapport de force, les seuls qui comptent dans la jungle des hommes, les États-Unis sont maîtres du jeu. Quelle modification de l'ordre régional et international les poussera à tenter d'infléchir l'attitude des gouvernements de Benjamin Netanyahou et de ses successeurs? Il va de soi qu'il ne faut rien espérer de durable des rencontres du Caire. Par conséquent, faudra-t-il attendre que les réserves de pétrole au Moyen-Orient s'épuisent pour que la puissance impériale lâche le supposé gardien de ses intérêts vitaux dans cette région du monde? La guerre de 100 ans n'est pas terminée. La récente décision de Donald Trump de déplacer, ou plutôt de reconnaître
Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu et surtout de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, on l'imagine bien, n'a rien fait pour réchauffer, dans le bon sens du terme et sans ironie, les relations entre la Palestine et d'autre part l'État israélien. Nous passons maintenant à mon 4e article. Il a été écrit le 11 janvier 2015, date qui évidemment est marquée dans l'esprit de tous les Français. Je l'ai intitulé « Le roi et son fou. Réflexion sur l'État et les attentats de janvier 2015 à Paris ». Faire advenir Maat et anéantir Is-et-Fet, juger les hommes et satisfaire les dieux. Tel est le mandat que reçoit le Pharaon au début de son règne. Autrement dit, travailler à la restauration sur terre de l'ordre parfait du monde et de la société, en luttant contre le désordre et la violence qui, perpétuellement, le menacent. Ensuite, arbitrer et célébrer le culte. Pour exécuter sa mission, le Pharaon dispose essentiellement de 2 outils, l'armée et l'administration, c'est-à-dire la contrainte. Nous sommes vers 3000 avant notre ère. Une classe dominante a émergé dans une société inégalitaire de type néolithique, caractérisée par la propriété privée, l'exploitation, le patriarcat est déjà très hiérarchisé. La royauté sacrée est née. L'État s'installe, instrument et garant d'un rapport de force qui se veut éternel. Pour un historien de la longue durée, il est frappant d'observer que, voici près de 5000 ans, notre organisation sociale et politique est, dans ses grands traits, déjà en place. L'État possède les classiques fonctions régaliennes, à savoir les droits qu'il s'attribue de lever l'impôt et des troupes, de rendre la justice et de se faire obéir par ses sujets. Le prêtre roi connaît l'importance de la communication et maintient le peuple dans la crédulité. Survol des événements des 5 derniers jours. Mercredi 7 janvier, des journalistes anarchistes, dont plusieurs francs-maçons, sont assassinés dans le 11e arrondissement de Paris. Vendredi 9, à la porte de Vincennes, des clients juifs d'une épicerie sont eux aussi tués. En tout, 17 victimes d'un groupe islamiste. L'ordre du monde est menacé par le mal. Des policiers ont été abattus. L'État français tremble sur ses bases, alors que, supposé omniscient, il aurait dû prévenir le désastre. Jeudi 8. On a entendu les cloches de Notre-Dame sonner le glas. À quand le tocsin? Le fragile contrat qui justifie les rapports de pouvoir au sein de la société risque d'être rompu. Opportuniste, le prince voit dans l'immédiat l'occasion de refonder sa légitimité bien abîmée et, à terme, de renforcer la puissance de l'État. La nation était divisée. Voici que des victimes expiatoires appartenant à différentes communautés philosophiques ou religieuses sont sacrifiées sur l'autel de la politique. Mieux encore, c'est le Fou du Roi, un hebdomadaire satirique, qui a été visé. Ce Fou du Roi qui sert de soupape de sûreté au pouvoir et conforte aux yeux de tous son caractère démocratique.
le roi prêtre peut entrer en scène, sur scène, relayé par son clergé médiatique. Le vendredi 9, comme Bonaparte sortant de sa tente pour rejoindre son état-major, il se rend à pied au ministère de l'Intérieur. Il est invulnérable car sa personne, du moins veut-il le faire accroire, est sacrée. La patrie est en danger, mais le sauveur est sur le front. D'habitude, le soir, les Français suivent leur polar quotidien où les prises d'otages sont fréquentes. Ou bien, abrutis par le travail ou déprimés de ne pas en avoir, ils se détendent devant des émissions de télé-réalité qui leur vident un peu plus le cerveau. Maintenant, ils sont sidérés par ce qu'ils voient, minute après minute, sur toutes les chaînes de télévision. Dans cette lutte entre le bien et le mal, on leur donne l'occasion de vérifier le bon fonctionnement de la machine étatique que la propagande ne se prive pas de montrer jusqu'à la nausée. Bien sûr, c'est d'abord sa fonction justicière qui est mise en scène par l'omniprésence de tous les corps de police. Mais c'est elle qui va permettre au pouvoir de retourner l'opinion en faveur de nouvelles mesures de protection et de cette manière de redorer son blason terni. La société est fondée sur un sacrifice originaire. En France, les individus sont préparés par près de 2000 ans de christianisme à sa nécessité pour la rédemption de leurs erreurs. Peut-être se souviennent-ils de la Saint-Barthélemy, mais certainement des guerres successives relatées par leur manuel d'histoire et dont le pays est sorti régénéré. Des victimes ont été immolées. Le vendredi saint, le sang impur des assassins a abreuvé les sillons de la terre de France. Paris martyrisé, mais Paris libéré. La Marseillaise résonne partout et prend tout son sens d'hymne victorieux et vengeur. Alors que depuis longtemps, on ne parle plus des dizaines de milliers de morts en Syrie ou de l'assassinat de 2000 Gazaouis pendant le dernier été, le prêtre roi dirige, place de la République, une invraisemblable procession de 45 chefs de tribus, dont quelques dictateurs et qui, en rang serré, forment une sainte alliance, pour pratiquer un vieux rite chamanique de réconciliation du peuple avec lui-même et les forces célestes. Cœur de l'Empire du Milieu, Paris est devenu la capitale du monde. Réminiscence du culte de l'être suprême célébré par Robespierre. Ce jour du Seigneur, dimanche 11 janvier, est, en tout cas, celui de la résurrection. Père de la nation, le prince embrasse avec effusion les survivants des attentats et salue avec détermination et gratitude les forces de l'ordre. Une aubaine politique. Pendant quelque temps, il ne sera plus question du chômage, des sans-abri, de la misère quotidienne qui est le lot de 6 millions de Français. Le peuple paraît rassemblé. L'union sacrée des partis politiques semble momentanément réalisée, le rêve de tout monarque. Mais la lutte des classes, le combat des détenteurs de capitaux et des propriétaires des moyens de production contre ceux qu'ils dominent et exploitent, recommencera
à n'en point douter dès demain. Surtout, en concertation avec ses homologues étrangers, paradoxalement ceux qui parlent la même langue que lui, le prince espère pouvoir facilement renforcer la présence de l'armée dans la rue en appelant les réservistes. Renforcer donc l'appareil répressif des institutions étatiques et doter ce dernier de nouveaux moyens de surveillance des citoyens et de contrôle des mouvements sociaux. Il s'agit donc d'un marché de dupes. L'émotion suscitée par l'assassinat de Jaurès le Pacifique n'a pas empêché le massacre d'une classe ouvrière revendicative sur le chemin des Dames et à Verdun. J'en arrive maintenant au dernier texte, qui est un texte de commande venant de ma camarade et amie Anne Vanesse, qui a décidé cette année, en 2018 donc, de republier le livre qui se trouve, qu'elle avait publié à la fin du siècle dernier, sauf erreur de ma part. Je vais essayer de retrouver ça. Ah, mais je ne trouve pas la date. Enfin, ce n'est pas grave. Oui, il s'agit de juin 1994. Donc, vous voyez, il y a presque 25 ans. Alors, voici cet ouvrage, Rosa Luxemburg et les socialistes belges. Donc, il sera réédité dans les quelques mois qui viennent. Donc, cet ami et camarade m'a donc demandé de rédiger une contribution pour cette nouvelle édition que je vais vous lire maintenant. Elle est donc encore inédite à ce jour. L'actualité de Rosa Luxemburg. Pourquoi lire encore les écrits de Rosa Luxemburg un siècle après sa mort tragique? Ne faut-il pas d'abord les appréhender comme le témoignage d'une pensée révolutionnaire datée qui n'est intelligible que dans un contexte historique déterminé, sans leur accorder de valeur théorique utile à notre temps? Telles sont les questions posées également pour de nombreux penseurs politiques des 2 derniers siècles. Pourtant, en la lisant ou en la relisant, on ne peut qu'être frappé par les voies d'accès qu'elle offre pour agir sur notre présent. L'échec patent de la social-démocratie aujourd'hui, son glissement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et même avant, partout en Europe, vers une position opportuniste, mais instable, de garde-fou du capitalisme, puis sa déconfiture définitive face à l'idéologie bourgeoise qui la confine à la défense dérisoire, dans le meilleur des cas, des acquis des luttes du passé, et l'effondrement tel des châteaux de cartes des régimes staliniens et apparentés, menant au triomphe du couple trompeur économie de marché, démocratie parlementaire, nous incite à se pencher avec attention sur les textes de Rosa Luxemburg. En 1913, dans l'accumulation du capital, elle démontre que le capitalisme est condamné à dépérir et que la guerre s'avère inévitable devant le nombre fini de régions qui
ne sont pas industrialisés sur la planète. Cette guerre déclenchera la révolution et le capitalisme s'effondrera sous l'effet du soulèvement du prolétariat et de sa prise de pouvoir consécutive. Ne nous approchons-nous pas, en ce moment, dans une économie mondialisée, d'une crise internationale, quand on sait qu'un crash boursier est inévitable avec des conséquences beaucoup plus graves qu'en 2008, et que les politiques nationalistes et impérialistes, par définition rivales, des grands États mènent à la catastrophe. Bien sûr, le prolétariat du début du XXe siècle n'a pas les caractéristiques de celui du XXIe siècle. Travailleurs précaires et sous-payés, chômeurs, migrants exploités, sans-abri se multiplient comme jamais et le libéralisme fait des ravages sans précédent. Destruction des écosystèmes, de la biosphère, paupérisation accrue des plus fragiles et aliénation générale des populations par l'idéologie bourgeoise, désormais relayée par les géants des médias qui la diffusent à quelques-uns, mais à forte dose, suite à la concentration accélérée du capital. Se pose dès lors le second problème soulevé par Rosa Luxemburg, celui de la conscience, ou plutôt de l'absence de conscience a priori, des masses exploitées. Comment la leur faire acquérir? Pour la révolutionnaire marxiste, l'unique moyen, c'est l'action directe et, sur ce point, elle rejoint les anarchistes. Nul besoin de susciter des explosions sociales. Le système capitaliste les provoque constamment sous des formes diverses dans les entreprises. Ce sont celles-là, et non un parti, qui accéléreront la prise de conscience de classe des ouvriers. In fine, ces luttes peuvent conduire à la grève de masse, car grève économique et grève politique sont étroitement liées. Ce sont les deux faces d'un même mouvement. La révolution, c'est justement la synthèse dynamique des luttes politiques et revendicatives dans le domaine social. D'ailleurs, Rosa Luxemburg anticipe la notion de révolution permanente en affirmant que le processus révolutionnaire est un mouvement continu où se rejoignent actions politiques et économiques. Le parti ne doit avoir qu'un rôle d'accompagnateur du combat, mais pas celui d'avant-garde omnisciente. Il doit adhérer au mouvement de masse et a pour mission de lui donner un contenu politique et de transmettre les mots d'ordre nécessaires correspondant au champ du possible. La théoricienne polonaise s'oppose donc au clerc du parti qui prétend de mieux savoir que les masses, reconstituant ainsi une nouvelle classe dominante. C'est le mouvement révolutionnaire lui-même qui engendre spontanément l'organisation des actions ouvrières, évitant de cette manière le remplacement de la dictature de classe par la dictature d'un parti et la récupération du mouvement au profit d'une élite autoproclamée. Et c'est la révolution elle-même qui crée l'idéologie nécessaire à sa réussite. Autrement dit, elle est, qu'on le veuille ou non, la meilleure école qui soit pour la classe ouvrière. Toutefois, cette conception n'exclut pas, pour autant,
le parti de sa fonction d'instruction des masses. De fait, dans ce processus éducatif, les conseils doivent occuper la position d'intermédiaire, car ce sont eux, et non le parti, qui sont destinés à exercer le pouvoir. Partis et conseils ne peuvent être que les véhicules de l'éducation dont le principe même réside dans l'action. Il faut donc éviter de télescoper les étapes de l'évolution historique pour empêcher que ne se creuse un infranchissable fossé entre le parti et les masses qui, fatalement, annihilerait la démocratie. Combattant le volontarisme jusqu'au boutiste, Rosa Luxemburg défend par conséquent l'idée que les conditions qui rendront possible la révolution mûrissent. Cette fois, sa philosophie d'histoire et son attitude politique la rapprochent des mencheviks. Le raisonnement de Rosa Luxemburg exprime donc une tension qui, aujourd'hui, le rend sans doute malaisé à saisir par les léninistes et les anarchistes, car il la considère parfois comme une intellectuelle trop ambiguë sur le plan théorique et tactique, ou trop difficilement accessible pour coller à la perception de la réalité de beaucoup de militants qui veulent en découdre. Pour Rosa Luxemburg, le marxisme est, avant tout, une méthode d'analyse et un corps de pensée qui résulte d'une expérience historique. Si la lutte n'est pas orientée par le prolétariat vers la prise du pouvoir politique, elle perd tout caractère révolutionnaire. La grève de masse constitue, à ses yeux, l'emploi tactique d'une arme précisément révolutionnaire. C'est pourquoi Rosa Luxemburg n'est pas tendre avec les syndicats dont elle juge le rôle le plus souvent démobilisateur. De nos jours, dans les démocraties parlementaires, on sait que ces derniers jouent surtout le rôle de courroie de transmission des directives du haut de l'appareil vers sa base, a fortiori lorsqu'un parti social-démocrate est au pouvoir et qu'il s'agit de le ménager dans le cadre de l'action commune, par exemple en Belgique. Dans le même ordre d'idées, Rosa Luxemburg relève la menace de la bureaucratie syndicale gangrenée par le révisionnisme. Dès lors, les syndicats doivent rester soumis au parti, garant de la puissance révolutionnaire des masses, dont il doit respecter la spontanéité en lui donnant, comme cela a déjà été souligné, un contenu politique et des mots d'ordre adéquats. Car si Rosa Luxemburg n'est pas une chantre naïve du spontanéisme, elle limite en revanche le rôle du parti à un travail de pédagogie et souhaite abolir la distinction entre dirigeants et dirigés dans le processus révolutionnaire, entre ceux qui savent et ceux qui ignorent les lois de transformation de la société. Il ne pouvait être question, dans cette courte contribution, d'aborder l'ensemble de la pensée de Rosa Luxemburg, ni de jauger son apport à la théorie révolutionnaire marxiste. Elle a bénéficié d'une double expérience sur le terrain qui fait défaut à Marx et à Lénine, car elle lutta alternativement en Russie et en Allemagne, d'où l'originalité d'une pensée vivante en lien avec une réalité multiple. Cette expérience est, en partie, à l'origine de ces différends théoriques avec Lénine sur la spécificité de la révolution russe et le rôle que ce dernier joua dans la conclusion de la paix de Brest-Litovsk. Parallèlement, et à l'opposé du leader bolchevique,
elle réfuta la nécessité d'une alliance opportuniste avec les classes possédantes qui affaiblissent la position du prolétariat. On comprend que la lecture des œuvres de Rosa Luxemburg, par les problématiques essentielles qu'elle soulève et auxquelles elle tente d'apporter des réponses, garde toute son actualité. Voici quelques livres de ou sur Rosa Luxemburg. À commencer par le tome 1 des œuvres publiées dans la petite collection Maspero, qui comprend Réforme sociale ou révolution, grève de masse, partis et syndicats, qui a été édité sous une forme séparée par le même éditeur, sous cette forme-ci, mais ne reprenant donc que grève de masse, partis et syndicats. Le tome 2 de ces œuvres comprend les écrits politiques des années 1917-1918, évidemment, année tout à fait clé pour la compréhension, évidemment, plutôt ces écrits constituent, je dirais, l'épanouissement de ces théories. Je vous rappelle que Rosa Luxemburg a été assassinée en janvier 1919. Voici le tome 3 et le tome 4 de ses œuvres chez Maspero. On y trouve donc l'accumulation du capital, qui date de 1913 et que j'ai eu l'occasion d'analyser dans le cadre de mon exposé. Alors, les éditions La Taupe ont publié La crise de la démocratie suivie de sa critique par Lénine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve donc non seulement Luxemburg et la critique par Lénine, mais l'introduction a été rédigée par Ernest Mandel, le trotskiste, et que la préface est due à Clara Zetkin, ce qui n'est pas rien. Enfin, je vous montre ici l'ouvrage de Gilbert Badia, il s'agit d'une réédition, 1918, Les Spartakistes, 1918, l'Allemagne en révolution, publié aux éditions Aden. J'ai dit.